Hello everybody, ici Alphénoménal, le dealer d'endorphine, le phénomène. Je suis humoriste, je fais du stand-up, je suis togolais et je suis dans l'entrevue efficace avec Effie. Hello, salut à tous. Notre invité d'aujourd'hui fait de l'humour et pas n'importe quel humour. Il fait un humour assez précis, assez aigu, assez particulier. Donc, il n'a pas n'importe quel public. Par contre, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il arrive à tirer son épingle du jeu. Alphénoménal, j'ai nommé. Il est aujourd'hui parmi nous et il nous aidera un peu à comprendre mieux son processus, sa vie, à nous parler de ses expériences, de ce qu'il a marqué et de son moment le plus fort dans ses crises ou bien dans ses résiliences. Je vous laisse en de bonnes mains avec Alphénoménal, mais je suis là parce que j'ai tant de questions à lui poser. Salut Alphé, comment tu vas? Je vais super bien Effie et toi, ça va? Ça va. Ça fait un moment que je voulais te recevoir. Justement. Ouais, de fou. Moi aussi, ça fait un moment que je voulais que tu me reçoives. Ah, bigo. Ça fait trop plaisir. On dit quoi? Oh, ça va super bien. Putain, je suis trop à l'aise ici. C'est trop confortable, là. C'est l'objectif, hein, tu sais. Ah ouais, de fou. Tu veux quoi, un verre, un truc? Non, ça va. On va se limiter à parler. Des billets d'aviron. Pas encore. Ah, mais si tu veux, pourquoi pas. Mais attends, entre parenthèses, tu as visité déjà combien de pays déjà? En tant qu'humoriste ou au total? Dans ta vie, disons. Dans ma vie, RDC. Est-ce que le Gabon compte parce que c'est là-bas que je suis né? Bien sûr. Ok, RDC, Gabon, Bénin, Ghana, Niger, Côte d'Ivoire, la Suisse. Ça fait 7. Ok. Ouais, tu as quand même visité un tout petit peu là. Ouais. Au total, ça fait 2 continents. Ouais, mais la Suisse, c'était dans une phase par rapport à la maladie et tout. Tu vois, j'étais jeune aussi, donc je me souviens même pas trop. Tu peux en parler un peu? It's been like... Let's go! Non, j'étais jeune et voilà, j'avais une maladie un peu particulière par rapport à mon état de santé, d'où mon physique, hein, tu vois. Donc, les gens, ils se disent, est-ce que le gars, il mange pas, tout. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Donc, après, il fallait rassembler un peu d'argent pour soigner ça rapidement. Donc, c'était plus faisable en Occident. Et voilà, donc les membres de la famille, ils ont essayé de participer un peu. Donc, c'est grâce à eux que je suis en vie, on peut dire ça. Et ça va mieux maintenant? Ça va beaucoup mieux, mon gars. Je suis en bonne santé, là. Est-ce que ça peut nous dire un peu que ça a changé ta vision de la vie? Bon, j'étais pas assez grand pour pouvoir dire déjà que avant je me dis non, là ça change ma vision. Mais oui, d'un côté oui, parce que j'ai vu des gens à côté de moi qui étaient malades. Et quand tu vois des gens malades, comment ça bouleverse, oui, ça change ta façon. Et je me suis dit putain, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a des gens, ils ont même pas les moyens de pouvoir se soigner. J'avais pas les moyens. Bon, on a mis les moyens à ma disposition, mais il y a des gens, ils ont pas ça. Donc oui, ça change ta façon de voir la vie en fait. Alors, on va commencer alors. Alphé, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Ok, je vous parle un peu de moi. Bon, je m'appelle Alphé, j'ai porté le maillot du Real Madrid. On se demande bien pourquoi. Non, c'est tout hasard ça. Moi, je suis Alphé et je suis né un 31 décembre 1996 à 23h35 minutes. Je sais pas pourquoi je suis né à 25 minutes de minuit. Je sais pas pourquoi. Donc, je nais dans la ville de Mwanda. Petite ville dans le sud-est du Gabon. C'est la deuxième ville la plus riche du Gabon en termes de ce que ça apporte au pays parce qu'il y a le manganèse là-bas. Donc, ma famille est allée vivre là-bas parce que financièrement, ça allait beaucoup mieux. Donc, je grandis dans cette ville d'à peine 40 000 habitants. Je fais mes classes là-bas jusqu'au collège avant de débarquer ici au Togo. Donc, je débarque au Togo. Toute autre culture. Donc, choc de culture. Moi, j'étais habitué à la gabonaise. J'ai été éduqué à la gabonaise. Donc, tu viens ici, il y a des trucs que tu fais, c'est tabou, c'est ci, c'est ça. Tu vois un peu. Donc, très vite, j'ai eu un choc de culture. Mais en même temps, c'est ce qui aussi aujourd'hui devient ma force en quelque sorte. Parce que ça te permet aussi d'avoir, comment je vais dire ça, beaucoup plus d'acceptation de l'autre et de la tolérance. Parce que quand tu es étranger, que tu arrives dans un pays, tu fais les choses de travers parce que les gens ici ne font pas ça. Donc, les gens m'ont accepté facilement, sachant que je venais de l'étranger. Donc, moi, ça m'a permis de pouvoir développer cette faculté-là à facilement pardonner et accepter les autres. Donc, en quelque sorte, c'est un peu ça, Alphé. Et comment Alphé est devenu Alphénoménal alors? Alphénoménal est devenu Alphé. Alphé est devenu Alphénoménal parce que j'ai grandi avec mon oncle qui avait une association de bénévoles français principalement. Et donc, en grandissant là-bas, il y a un Français qui s'appelle Sylvain
Il trouvait que j'étais trop hyperactif. Donc, il a fait un jeu de mots avec mon nom. Donc, il a dit, toi, t'es un phénomène, en fait. En fait, toi, t'es pas un phénomène, toi, t'es phénoménal. C'est parti de là. Ok. Donc, après, quand je découvre la scène, tout de suite, c'est pas mon nom. Tout de suite, mon nom de scène, c'est Lucifer. Non, au début. Au début. Dans quelle année, on va dire 2018-2019. Donc, pendant un an comme ça, je prends ce nom. Donc, dès que je vais quelque part, on m'appelle Lucifer et tout. Et ça prenait pas. Mais pour moi, c'était un nom positif dans le sens où la signification de Lucifer, c'est porteur de lumière. Donc, moi, j'étais bloqué que là. Sauf que dans la tête des gens, fallait tout le temps expliquer que, mais non, en fait, ça veut pas dire Satan, ça veut dire ça et tout. Et ça m'épuisait. Et du coup, j'ai laissé tomber. Après, j'ai repris mon nom, Alphée Yovogan, simplement. Sauf que je trouvais pas que ça claquait, en fait, tu vois. Et après, je me suis rappelé de ce nom Alphénoménal. Et c'est à partir de là que j'ai gardé ça, en fait. Parce que je me définis comme quelqu'un de phénoménal aussi, un peu. Mais c'est magnifique. En fait, on n'a jamais vraiment connu l'histoire, en fait. Exactement. Tu vois. Et ça fait combien d'années déjà tu fais de la scène? Ça dépend. Il y a les années où tu fais, mais tu fais pas. Je commence en 2018. Première scène, c'est en été 2018. Je commence par un concours, le concours national de l'humour. Je fais cette scène. Genre 4 mois après, je vais faire la finale parce que c'était les demi-finales, donc je passe. Et après ça, je fais une scène bizarre à Eda Oba par une dame là et tout ça, c'est 2018. Donc 2019 arrive, je fais une dizaine de scènes. 2020 arrive, je fais aucune scène à cause de Covid. Et je reprends à on va dire mars, avril 2021. Et c'est vraiment à partir de mars 2021 que vraiment là, ça commence à s'enchaîner et je joue beaucoup plus. Donc, j'ai commencé en 2018. Mais 2020 c'est une année un peu, tu vois, il y a pas de scène, mais donc on va dire ça fait 6 ans, mais j'ai un rythme très faible parce qu'il y a pas beaucoup de salles au Togo. Et la dernière fois j'ai dit au spectacle que moi j'ai commencé en 2024. Non, quand je dis que j'ai commencé, c'est parce que quand tu parles de carrière, il faut un plan de carrière. Et c'est vraiment en 2024 où je me suis dit, là, je mets un plan de carrière. Ça devient sérieux, en fait, pour moi. Ouais. Donc, voilà. Et actuellement, quelles sont les plus grandes scènes qu'on peut compter à mon actif? Oui. J'ai fait le Palais des Congrès en 2021. Je crois, début 2021, ouais. Grâce à Gbadamassi. Donc, je fais le Palais des Congrès. Je fais l'Institut français. Je fais le Grand Rex plusieurs fois. Je fais le Palais des Congrès de Cara, les 2 salles. Je fais quoi encore? Kinshasa, j'ai fait l'Institut français, la halle de Gombe, là, c'est 500 places. À Abidjan, j'ai fait le Palais de la Culture, la 500 places. Ah, t'as fait le Palais de la Culture? J'ai fait le Palais de la Culture. Voilà, c'est un peu les grosses scènes que j'ai fait, que ce soit à Lomé ou ailleurs un peu. Donc voilà un peu. J'ai fait le Grand Rex, mais avec Canal+. Oui, quand même. Ouais, voilà, donc c'était vraiment il y a aussi Canal Olympia, bientôt. Ah oui, c'est une grosse scène. Mais tu l'avais déjà fait, en fait. Canal Olympia, oui, j'ai commencé en décembre, oui. C'est devenu ta maison, finalement. Bah, c'est le but, en fait. Il y a plusieurs dates et j'aimerais bien que ça devienne un peu mon endroit, voilà, quoi, mon coin, quoi, tu vois, mon havre de paix. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à faire de l'humour, en fait? Ce qui m'a poussé à faire de l'humour, à la base, je suis hyper timide, à la base des bases. Je grandis au Gabon. Au Gabon, on a un truc qu'on fait souvent, on appelle ça la mokos, dérivé de moquerie. La mokos, c'est ce qu'on voit souvent à MTV, là, Yo Moment, où tu vois 2 gars qui se vannent. Mais ils se vannent soit par rapport à eux, soit par rapport à leur mère, en fait. Genre, ils disaient, genre, toi, ta mère, elle est tellement grosse. Tu vois un peu le genre de truc. Donc, on faisait un peu ça. Et j'étais hyper doué dans ça. Et on faisait des affrontements quartier par quartier et ainsi de suite. Donc, c'est à partir de là que je développe vraiment le truc de mec qui vanne, de mec qui a de la répartie et de la punch, en fait. Et j'étais plutôt bon. Donc, quand je fais ça, au Gabon, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle est commerçante. Donc, elle m'amenait tout le temps au marché. Mais pendant les vacances, je faisais rien. Donc, ce qui se passe, c'est que je gère un magasin de vente de CD. Donc, ce jour-là, une fois, je mets un CD. C'est un CD audio d'une compile de blagues de l'un des tout premiers humoristes gabonais qui s'appelle Omar Defunzu. Et j'écoute ces blagues en repeat. Mais quand je mets les blagues, il y a les passants qui s'arrêtent. Et ils écoutent les blagues, ils rigolent et tout. Et je vois l'effet que ça fait sur les gens. Et je me dis, putain, mais c'est fort ça. Et c'est à partir de là que ça résonne dans ma tête. Donc après, ma tante, elle comprend que j'aime bien ça. Donc quand elle vient au Togo pour acheter de la marchandise, parce qu'elle fait du commerce et tout, donc elle rachète de la marchandise à Sigame qu'elle revend au Gabon, beaucoup, genre à 4 fois le prix, tu vois. Elle me ramène des CD de Gbadagog. Et c'est tout part de là.
Badamasi Gogoligo, Et c'est ça? Gogoligo qui m'insuffle ce truc. Parce que au Gabon, j'ai pas de contact avec le Togo. Et c'était l'un de mes tout premiers contacts. À part les Toufan, c'était et Adebayor, c'était l'un de mes tout premiers contacts. Et dans le genre que je veux faire. Donc en regardant Badagok, ça me fait, je pisse de rire. Et en regardant ça, ça me stimule. Et je me dis oui, il faut que je fasse ça. Donc quand j'arrive au Togo, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de scène. C'est un soir par hasard, je vois à la TVT qu'il y a un concours, donc je me lance dans le concours et tout part de là en fait. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le concept et tout ça. Exactement. Qu'est-ce qui justifie ton essor rapide en fait dans le milieu? Est-ce que c'est rapide? Moi je trouve que j'ai un parcours normal. Pourquoi je dis normal? Parce que dans le métier de l'art, que ce soit les chanteurs ou les humoristes, c'est minimum 10 ans avant en moyenne. Il y a des trucs précoces, tu vois. C'est minimum 10 ans avant de se faire connaître. Peu importe. Quand tu prends en France, les grands humoristes et tout, c'est minimum 10 ans. Et comme exemple précoce, on a peut-être Kev Adams où ça va très très vite. Mais voilà. Et moi, là actuellement, ça fait quoi, 5-6 ans. Mais oui, ça commence à germer. Et peut-être pour ce format-là, ça commence à aller un peu plus vite. Mais ce qui me permettrait de dire que je suis précoce ou que ça va beaucoup mieux, c'est peut-être le fait de prendre les décisions, de faire. Parce que je trouve que beaucoup de mes semblables ils tendent la main. Et je trouve que ça le fait pas. Donc moi, j'ai décidé de créer mes propres scènes pour pouvoir jouer le plus souvent. Des fois, j'écris à des endroits, des lounges, des trucs. Est-ce que je pourrais organiser ci, ça, ici, machin, nanani, nanana. C'est comme ça que je fais pour très, très vite gagner voilà, en expérience, surtout parce qu'on n'a pas d'école d'humour. Et c'est que lorsque tu montes sur scène que tu apprends. Et là même, j'ai commencé à aller sur Accra pour commencer à jouer en anglais. Donc, j'y vais une fois tous les mois, normalement. Et voilà quoi. Donc, pour moi, ce qui me fait avancer, c'est le fait... Tu joues en anglais? Je joue en anglais. Un peu comme Gad Elmaleh. C'est Gad Elmaleh qui m'inspire là. Parce qu'il s'est dit, bon, ok, j'ai déjà niqué le game en français. Oui, pourquoi pas? Mais en plus, il va là-bas alors qu'il est connu, tu vois. Mais en allant là-bas et tout, il se pète la gueule en fait dès les débuts, mais il n'abandonne pas. Et donc, en allant au Ghana, mais pour moi, ça s'est même bien passé au début et tout. Et ça me fait trop peur, tu vois. Et donc, voilà. Mais comment se fait-il que tu es symbole de résilience à cet âge-là, en fait? Qu'est-ce qui a fait de toi cet artiste-là qui en a vraiment? C'est la galère, mon ami. La galère, ça forge, mon gars. Non, mais après, je viens pas d'une famille banale non plus. Moi, je viens d'une famille avec des grands commerçants. Mon daron, c'est un ancien géomètre. Mon daron fait partie de la génération qui ont construit les routes, les ponts du Gabon, en fait. Donc, voilà. Mais la vie a fait que mon daron, il meurt quand je suis encore jeune, je suis encore au primaire. Donc, ta daronne, elle est seule à s'occuper de toi. Donc, la vie est tout de suite, elle commence à être dure, en fait, tu vois. Donc, ça fait que, bah voilà, tu n'abandonnes pas parce que tu as plein de difficultés qui t'arrivent et tout. Donc, quand j'arrive au Togo, j'ai pas de famille proche. C'est-à-dire, ma mère, elle reste au Gabon. Donc, moi, je viens ici, je découvre... Et tu vis chez qui alors, du coup? Actuellement? Non, quand tu venais... Quand je venais ici, je vivais dans la maison familiale, en fait. Okay. Donc, avec tous tes cousins et tout ça, tu vois, le suivi est dur, tu vois, un peu. Tes devoirs, tu te débrouilles, tu vois, et tout. Et puis, j'ai pas genre de grands scientifiques dans ma famille pour dire et tout. Et je suis le premier artiste, de ma famille. Donc, le chemin que je prends, t'es sceptique ça le fait pas. Donc, dès que je prends ce chemin, tout de suite, on me dit, bon, tes études, déjà, ça me faisait chier de payer et tout. Donc, tu te débrouilles, en fait. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Parce que quand je faisais les études avec les scènes, j'ai commencé à essayer de payer mes études, mais sauf que ça payait pas. Ça arrivait pas à combler le truc. Donc, toutes ces difficultés-là font que bah, tu es obligé d'être résigné, en fait. Mais comment t'en es arrivé à travailler avec Canal Olympia, Jean? C'est pas n'importe qui arrive à signer quand même. Oui, mais c'est l'audace. C'est le désir de vouloir conquérir. C'est ça qui arrive là-bas. Et je remercie beaucoup Monsieur Yacine Tata. C'est lui qui m'a facilité voilà, le fait d'aller là-bas parce que je précise que Canal Olympia, je voulais la faire en 2022. Et non, c'était pas possible en fait. Et donc, ça fait genre 2 ans que j'essayais d'avoir cette salle, mais j'y arrivais pas en fait. Donc, il y a quelqu'un quand même qui me facilite la voie. Mais la voie n'est pas facilitée parce que c'est moi, quoi. C'est parce que je bosse, il me voit bosser. Tu vois, et il dit, mais toi, tu as besoin d'un coup de pouce. Donc, voilà, ça arrive à
à Canal Olympia. Et pourquoi pas Encore. à l'Olympia. à en France. l'Olympia, Mais c'est l'objectif aussi, tu vois. Moi, je veux pas me limiter. Voilà, l'original, en fait. Là, on a encore la photocopie, tu vois, un peu. Ouais. Je veux pas me limiter. Et mon audace me permettra peut-être d'y arriver un jour. J'ai ouï dire Vas-y. qu'on t'appelle le chouchou des filles. Tu peux m'expliquer un peu pourquoi? Parce que. J'entends pas ce que tu dis. Depuis un moment là, j'entends pas. Mais c'est vrai ou faux? En même temps, tu vois le nombre de genres, tu vois comment on fait le par contre, quota j'ai un genre. public très féminin. Oui. C'est très bizarre. Je t'explique comment j'ai commencé. Je commence dans une petite salle de 50 places, la salle de Monsieur Jerry Tama. Je commence au tour d'Alphée là-bas le 6 février 2022. Je veux commencer des spectacles de stand-up, sauf que je connais pas des gens. Je connais pas du monde, genre, j'ai pas une influence sur les réseaux sociaux comme maintenant. Et, ok, je dis quand même je veux le faire. Sauf que je fais les passes à 3000, donc il y a 50 places. Comment j'écoule les 50 places? Donc là, je commence à draguer des meufs. Et à fond, pendant un mois, j'ai dragué, imaginez, mais il faut qu'on se voit. Pour des places. Pour des places, mon gars. Frère. Je me prostitue, mon gars. Je me prostitue. Genre, je deviens clé, tu vois. Ah, mon gars, tu viens pas au syndicat. Et je dis à chaque meuf, mais tu sais, moi, mon premier date, ça serait trop original si tu viens le jour où je joue sur scène et tout. Tu imagines, je te fais rire. Après, on rentre et tout. Et je dis ça au moins à 30 meufs. Et sur 30 meufs, il y a genre 23 meufs qui viennent. Et le reste des places, c'est mes potes. C'est mes potes, vraiment potes, qui comblent les places et les potes humoristes aussi. Donc, c'est ça qui fait les 50 places. Donc, quand les meufs arrivent au spectacle, à la fin du spectacle, j'ai dit à chaque meuf, en fait, là, en fait, je me sens pas trop bien, faut que je rentre chez moi, tu vois, embolie pulmonaire, j'ai un cancer de quoi. Donc, fallait que je trouve des excuses, en fait. Donc, j'ai dit ça à 22 meufs. Embolie pulmonaire, t'es dingue. Il fallait trouver des excuses. Et c'était là à chaque fois à googler, c'est quoi embolie pulmonaire, tu vois. Et 22 meufs, je les recale. Pas parce qu'elles étaient pas belles, mais parce que je pouvais pas sortir avec 23 meufs le même soir, tu vois. Je suis pas Rocco Siffredi. Donc, je recale 22 meufs et je rentre avec une avec qui ça se passe super bien. On est même resté pendant un bon moment ensemble. Et à chaque fois, je faisais ça au spectacle. Et à chaque fois. Donc, c'est à partir de là, les gens, ils se rendent compte que, attends, mais le spectacle du gars, là, il y a trop de meufs, en fait. Et c'est ça qui attire les mecs. Ok. Tu vois un peu? Quelle stratégie? Clairement. Si j'ai un don pour séduire des meufs, bah, autant que ça me serve à vendre mes passes, en fait. Donc, je pouvais pas, voilà. Donc, c'est peut-être parti de là que, voilà, on m'appelle le chouchou des nanas. Mais après, moi, je suis un gars, je suis tranquille, hein. Dans ta place. Je suis tranquille, je peux jurer, même si tu veux. Et la reine mère. Je peux jurer sur personne, mais bon. Mais la reine mère. La reine mère, c'est qui? Mais à toi de me dire, la reine mère, elle en pense quoi, elle? La reine mère, on dirait, il parle des fourmis. Non, il n'y a pas de reine mère. Il n'y a pas de reine mère parce que là, je suis en phase de construction de mon avenir. Et c'est très, très compliqué de gérer ça et de gérer en même temps une meuf. Sauf si la meuf, elle est un peu dans la même phase que moi et qu'elle comprenne un peu ce processus-là. Donc, pour l'instant, mercato, quoi. Oui. J'attends la meilleure recrue. Raconte-moi le truc qui t'a le plus marqué sur scène, peut-être. Ok, le truc qui m'a le plus marqué sur scène. Ah, sur scène, ok. Sur scène, je suis allé jouer à des funérailles. Non. Je suis allé jouer à des funérailles pour de l'argent. Et tu es censé faire rire à un public qui était là pour être triste, c'est ça? Pour qui pleure, en fait. Tu vois, c'est contradictoire. C'est vraiment contradictoire, mon gars. Un public qui pleure, en fait. Mais clairement, c'est comme si tu demandais au Togo d'avoir une victoire. Wow. Et comment ça s'est passé? Du point de vue d'humoriste, c'était très mal. Après, le gars, il m'a dit c'était très bien. Donc, ce qui m'a le plus marqué, c'est comment les gens y réagissaient, en fait. Tu vois, il y a une dame... elle me dit, toi, on t'a demandé de venir faire rire les gens, tu ne fais pas rire les gens. Mais quand c'est pour aller manger, là, tu es le premier. Durant les funérailles? Durant les funérailles, mon gars. Parce qu'après, j'étais allé manger. Bon, j'étais au début aussi, donc, tu vois, il y avait trop la dalle. Ça, c'est l'un des trucs qui m'a... Après, c'est pas une scène, mais c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment marqué. T'as déjà vécu ce moment où l'humoriste ne fait pas vraiment rire le public? Mon ami, pour toi, c'est qui le plus grand humoriste au monde, pour toi? Au monde, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Bon, côté francophone. Ok. Côté anglophone, j'aime bien... non, Chris Rock. Non, pas Chris Rock. Louis C.K. Non, j'aurais dit Kevin Hart. J'aime beaucoup Kevin Hart. Ou bien, comment là, le Sud-Africain là? Ah oui, j'oublie son nom. Comment il s'appelle? Ouais, moi aussi j'oublie son nom.
bon là. Trevor Noah. Trevor Noah. Ouais. Il est bon aussi. Oui, je l'écoute pas trop. Je sais qu'il est bon, je l'écoute pas trop. Bon, Mais prenons Kevin Hart. Moi, ouais. C'est le GOAT, tu vois. C'est même l'humoriste le plus connu au monde. Même Kevin Hart. C'est le plus connu au monde? C'est l'humoriste le plus connu au monde. Ah bon? Oui. Mais de tous les temps, quoi, tu vois. Bref. Même Kevin Hart, l'humoriste le plus connu au monde, qui remplit des salles. J'en parlais tout à l'heure avec Maurice, disant qu'il a fait une salle 12 000 places et il a rempli cette salle 3 fois le même soir. Même ce gars, jusqu'à présent, fait des blagues qui ne passent pas. Qui passent pas, ouais. Qui passent pas. Et du coup, un humoriste, ça doit aller en laboratoire pour tester des blagues. Les laboratoires, c'est des caves, des jazzy, des clubs de jazz là, où on fait des stand-up comedy. Il y a genre 30 personnes. Ouais. C'est là-bas où tu t'écrases la gueule, en fait, tu vois. Et tu vas ça passe là-bas. Si ça passe là-bas, mon gars, mais toi, tu peux faire rire Poutine, en fait. Tu vois un peu? Ah oui. Donc, tu testes des blagues. Et quand ça passe pas, t'améliores. Parce qu'une blague, ça s'améliore. Donc, oui, j'ai déjà vécu des moments où je joue le sketch pendant, il y a personne qui rit, en fait. Mais vraiment. Et ça peut encore arriver même à présent. Mais j'essaye quand même de travailler pour que ça n'arrive pas. Parce que au Togo, il n'y a pas trop de scènes ouvertes où tu vas tester. Il n'y a que des scènes où tu viens parce qu'on t'a appelé pour qu'on te paye. Et quand on te paye, le Togo, il en a pour son argent. C'est un peu chaud. Ouais, c'est chaud. Donc, je me dois d'être bon. Je me dois d'être bon. Et pour être bon, il faut beaucoup, beaucoup jouer. Et tous les humoristes au monde bident. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Est-ce que tu trouves que c'est déjà rentable, non? L'humour au Togo? Non, par rapport à toi, ta situation. Par rapport à moi, par rapport à ce que je vise, non, c'est pas du tout rentable. Ça me permet de vivre. En fait. Ça me permet de vivre actuellement, décemment. Mais tu fais des scènes, one two. Oui. Si je fais des anniversaires, des baptêmes. Je joue moins en anniversaire parce que j'aime pas. C'est trop les gens de scène où c'est bruyant. C'est bruyant et t'es obligé de faire de la clownerie pour faire rire à ces endroits-là. Et c'est pour ça que je crée mes propres scènes. Et mariage? Mariage, ça peut aller. J'ai déjà joué à des mariages où c'était bien et j'ai aussi joué à des mariages où c'était pas bien, putain. Oui. Oh là là, ouais. Mais le mariage, c'est beaucoup mieux qu'anniversaire. Anniversaire, c'est horrible parce que les gens sont là pour manger. Quand un Africain mange, faut le faire rire. Ah, mon ami, pourquoi? Il va s'étouffer, en fait, tu vois. Et donc, moi, j'ai créé mes scènes, mais quand si j'arrive à avoir une scène, ça peut me permettre de vivre un mois, une scène, par exemple, tu vois. Donc, si ça se passe bien, je peux avoir 3-4 scènes le mois. Maintenant, faut épargner, faut payer sa maison, faut faire ci, faut faire ça, etc. Donc, ça me permet de vivre, mais pas encore par rapport à ce que je veux. Et j'ai des objectifs. Donc, pour avancer, faut de la thune, quoi. Alors, nous sommes dans un podcast d'entrepreneurs également. En tant qu'entrepreneur que tu es. La fourchette, je vais parler de fourchette. Hein. Non, mais là, je vais carrément prendre cuillère, hein, parce que... Ou un râteau. Mais dis-moi un peu, tu es dans quelle fourchette, toi? Actuellement, je vaux entre, si c'est trop moins cher, c'est 150 000 pour 5 minutes de presta. Pour 5 minutes de presta? 5 minutes. Oui. Parce qu'on jauge en fonction du temps, en fait. Donc, entre 5 et 7 minutes, c'est 150 000. Okay. Et au-delà, à partir de 10 minutes, tu peux... Non, ça, c'est entre 5 et 7 minutes, tu as 150 000 en fonction du type de l'événement aussi. Okay. Par exemple, sur un festival, on prend pas trop d'argent parce que c'est vraiment pour l'humour. Des fois, il n'y a pas trop de financement, mais ça peut être bien payé aussi. Maintenant, quand c'est pour les anniversaires, là, tu commences vraiment à monter. Tu montes à 200 000, 250 000. Et si par exemple l'ambassade des États-Unis m'appelle pour je ne facture pas en francs CFA, je facture en dollars. Pourquoi tu me dis ça? Non, mais on est dans un podcast, peut-être qu'il y a un monsieur qui bien sûr. Donc plus l'événement a de l'ampleur, plus ça rapporte aussi. OK. Donc c'est un peu ça. Mais après maintenant les événements, par exemple, si je joue pour un frère humoriste, évidemment je vais pas parler d'argent, quoi. Je parle pas d'argent avec les frères humoristes. Mais quand ça commence à il y a le ministère, par exemple, j'ai joué pour le ministère des transports et routiers, ça paye bien, le ministère, le gouvernement, ça paye bien. Ouais, les frais de transport, ouais, c'est quelque chose dans ce pays. Ça paye bien. Donc voilà, donc je suis entre 150 et 250 000 pour 5 minutes de presta. Mais franchement, bravo aussi. Je suis assez épaté parce que c'est pas évident et je pense que tu sais qu'il y avait des prédécesseurs qui avaient la vie vraiment difficile dans ce milieu. Ouais. Et je pense que les nouvelles générations, quand même, arrivent à tirer parti du travail qui avait été élaboré. En fait, on va dire qu'ils ont semé pour nous. On arrive quand même à récolter un petit peu de ce qu'eux, ils avaient semé. Maintenant, nous, encore ressemer pour nous plus tard et pour les autres aussi qui arrivent. Et franchement, le travail qu'ils ont fait, c'est quand même formidable. C'est vrai que c'est pas encore ça, mais ils ont quand même fait quelque chose. C'est pas du tout à négliger. Et je parle bien évidemment de Monsieur Gbadamassi, avec qui j'ai été très très proche.
qui n'a pas hésité à me tendre la main, en tout cas, dans ce milieu quand même. Mais je t'ai vu aussi avec l'humoriste, son nom m'échappe là. Qui ça? Lui aussi, il est de la old school, il vient souvent à tes événements là. Le professeur Abawe? Oui. Le professeur. Mais okay. comment le contact s'est fait avec Ah oui, lui, putain, lui c'est chaud. Lui, je te raconte, 2019, 2018, je fais 3 scènes, donc j'entends qu'il y a les heroes. Donc je vois catégorie humoriste, il y a lui et d'autres gars, et c'est lui qui remporte la catégorie. Donc il y a les heroes, remise de prix et tout. Ma mère à l'époque m'envoyait 30 000 francs par mois. Et j'ai pris 5 000 pour aller regarder le professeur. Ah bah oui. Parce que je venais de débuter, il fallait que tu vois et tout. Donc je vais le regarder et tout. Il fait un sketch sur le Togo. Il pète la salle. Il pète la salle. C'est la première fois qu'un humoriste me fasse ressentir des frissons. Et je me dis, putain, ça c'est moi dans quelques années. C'est ce que j'ai dit. Et donc, quand il finit son spectacle, moi je sors. Donc je vais là où ils prennent les photos et tout. Donc je vais prendre une photo avec lui. Sauf que je suis timide. Donc j'arrive pas à lui parler et tout. Mais cette photo, je la garde précieusement. Donc après, plus tard, quand je joue, j'ai fait une blague sur lui. Et la blague, je l'avais posté sur les réseaux, il a tellement kiffé qu'il a repartagé sur son truc et tout. Et après, on se rencontre quelque part et je fais, ah non, c'est moi qui ai raconté la blague et tout. Et ah, fais et tout, et toi, et tout. Je dis, ah, est-ce que je peux avoir ton numéro? Il n'y a pas de souci et tout. Donc, à sa partie de là, et je lui renvoie la photo de quand on avait pris, il y a truc là et tout. Donc, très, très vite, il y a un lien qui se crée. Et affectueusement, je l'appelle mon papa et lui, il m'appelle son fils parce que c'est quelqu'un avec qui je me sens très proche émotionnellement. Je trouve qu'il est un peu comme moi émotionnellement et c'est quelqu'un qui me comprend aussi et qui me donne parfois des conseils en fait, des astuces pour ça, fais ci, fais ça. Donc avec le temps, voilà, le lien s'est très 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 vite créé et quand il a créé son concept café comique by Abawe, il a pas hésité à m'appeler pour me dire bon, toi tu as commencé avant moi à faire des scènes ouvert, à organiser des scènes. Comment tu penses que je puisse faire ci? Comment tu penses que je puisse faire ça? Moi, j'ai trouvé ça tellement touchant et tellement humble de sa part parce qu'il a de l'avance sur moi. Il aurait pu jouer les grands frères en mode je demande pas et demander à quelqu'un d'autre qui est peut-être plus avancé que lui, mais il a demandé à quelqu'un qui a une autre vision, peut-être la même que lui. Et voilà quoi. Donc ces petits trucs là, ça rapproche, ça resserre les liens. Donc c'est au fur et à mesure, c'est parti comme ça quoi. Et on coécrit aussi. Ah oui? Oui, c'est-à-dire. Vous écrivez des scènes ensemble? Oui, c'est-à-dire, des fois, quand j'écris un sketch, je lui envoie. Il me fait des apports et des fois, il fait la même chose avec ses sketchs. Alors, Alfie, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est cette fois que je vais embrasser, je vais faire de l'humour? Ok. 2020, je contacte un gars qui a une foire. Donc j'ai dit, j'aimerais bien jouer sur votre foire et tout. Moi, je suis bourré de talent, ne vous inquiétez pas. Je suis le manager d'Alphénoménal. C'est moi qui parlais au téléphone. Je suis le manager d'Alphénoménal. Ne vous inquiétez pas et tout. Son cachet, c'est juste 50 000 francs. Le gars dit, j'ai pas d'argent. Bon, vous avez combien? Il dit, non, j'ai pas d'argent. Bon, trouvez même un 5 000 et tout. Bon, il accepte finalement les 5 000. Ok. Ta première scène était à 5 000? Bon, à l'époque. Ton premier cachet était à 5 000, c'est ça? Moi, mon premier cachet, c'était de la bière, mon gars. Frère. Ça, j'étais pas le seul. J'étais avec Jocelyn. Ah oui. Oui, on a eu des billets comme cachés, mon gars. On nous a donné l'occasion, on était contents. On reviendra dessus. Ok. Donc, je contacte le gars et ok, la prestation, c'est un mercredi. Je me réveille le matin, j'ai genre 500 francs. J'achète à Imolo 200 quelque chose comme ça. Donc, il me reste 300. J'habite à Niekonapo à l'époque, dans la maison de mon daron. Le truc est à Dakpa, mais je n'ai que 300 sur moi. Donc, je marche de Niekonakwe jusqu'au niveau de Bekbota, là. Et je prends un zem de là-bas jusqu'à Dakpa, mais parce que je voulais pas arriver au spectacle en transpirant. Donc, j'arrive au spectacle, il est 19 h. Donc, j'arrive à l'heure. C'est pas un spectacle, c'est une foire, mais il y a un concert. Donc, quand j'arrive, il est 19 h, il y a personne. Je vois juste le gars qui est en train de faire ses installations et tout. Il dit, ah, ça va commencer bientôt, que t'inquiète pas, que tes 5 000 aussi, tu auras ça comme déplacement et tout. Donc, on commence le show à partir de 1 h du matin. Donc, j'étais là-bas donc j'ai quitté la maison depuis 18 h. J'arrive là-bas à 19 h. On commence le show à 1 h du matin. Je monte sur scène à 2 h du matin. Je monte sur scène. C'est à Dakwame. Donc, c'est l'entrée était genre à 200, tu vois. C'est les petits du quartier et tout qui comprennent pas français et tout. Donc, je monte sur scène, je fais... moi, je viens d'un quartier très, très romantique.
C'est le quartier le plus romantique de Lomé parce que là-bas, les gens ont beaucoup, beaucoup d'amour pour le cannabis. Donc moi, je me dis, je fais une vanne technique et tout, tu vois. Je me dis, hey. Et puis j'ai déjà fait cette blague-là, ça marchait, hein, tu vois. Donc là, il y a personne qui rit. Puis il y a un gars qui quitte son stand. Il vient vers moi, il me dit, hey man, toi tu es trop drôle. La blague que tu as faite en français là, j'ai compris, hein, mais j'ai envie que tu la refasses pour moi. Il est en train de me parler. Pendant que moi je suis en train de jouer, que de refaire la blague pour lui. Aucun respect. Mais mon gars, il s'en fout de moi. Et là, t'as les petits là qui étaient devant. Ils disent, oh, les dos gangbe ma do, les dos français ma do gangbe nam les founou. Donc, par réflexe, je me dis, ok, je vais quand même faire rire. Donc, je change tout ce que j'ai prévu en effet. Sauf que je parle pas très bien Mina à cette époque-là. Donc, catastrophe. Catastrophe. Donc, je descends de scène, pas un rire. Je descends de scène, je vais voir le gars, j'ai dit, bon, ok, j'ai quand même fait de mon mieux, paye-moi, je vais partir, parce que c'est mon déplacement. Et puis, j'étais venu, j'avais genre 300, tu vois, j'ai pris le déplacement avec, donc j'avais plus un sou, j'ai pas mangé, j'avais faim. Il me dit, j'ai pas de déplacement à te payer parce que j'ai pas fait de vente. Donc, je reste là-bas pendant 1 heure en espérant qu'il puisse me donner. Donc, il est genre 3 heures du mat. Je décide de rentrer chez moi à pied. À Dakpamé? À Dakpamé, Nyekonakwe, c'est 12 km. Oui, j'ai encore la distance dans ma tête. 12 km à 3 heures du matin. Donc, quand je marche au niveau de Saint-Joe, j'arrive là-bas à un moment donné, tu vois, je me pose la question, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux faire? Est-ce que c'est les conditions dans lesquelles tu veux jouer? Est-ce que tu es fait pour ça? Donc, je me pose tellement de questions et je me dis, OK, c'est mon sketch, je vais le répéter. Donc, pendant que je suis en train de marcher, je suis en train de répéter mon sketch à nouveau. Je retravaille là, cette blague-là, non, elle est nulle, j'enlève. Je rentre chez moi, il est 4h, 5h du matin, le ventre vide. Et là, pendant la journée, il y a Gbadamassi qui m'appelle. Il me dit, dans 3 semaines, tu joues au Palais des Congrès devant 3000 personnes. Non. Je te promets. Et c'est payé. Non. Et c'est payé. Et j'étais genre en mode... Et j'étais sur le point d'abandonner, en fait. Le soir, là. Le soir, là, j'étais sur le point d'abandonner. Au petit matin. Et voilà, tu vois, j'étais sur le point d'abandonner. Et lui me redonne de l'espoir, en fait. Non. Et c'est à partir de ce jour-là que je me dis, c'est ça que je veux faire, en fait. Mais je veux plus être dans ce genre de conditions. Là, tu as capté que tu avais un public précis, c'est ça? J'avais capté que j'ai une niche et que je pouvais pas jouer partout. Tu vois un peu. Et c'est pour ça que à ce moment-là, je commençais beaucoup à fréquenter l'Institut français. Je jouais beaucoup à l'Institut français et ça passait beaucoup mieux avec ce type de public-là. Les Togolais qui venaient à l'Institut français, ça passait beaucoup mieux. Parce que quand tu fais des blagues techniques, tu vois. Mais quand tu es face à ce public, faut raconter des situations. J'ai glissé sur une banane. Tu vois, c'est easy, c'est A plus B, quoi. C'est linéaire, en fait. Oui. Tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est à partir de là que j'ai compris. J'ai compris tout ça et que je suis fait pour ce métier. J'allais pas abandonner. Mais en fait, je crois que quelque part, tu es quand même une force de la nature parce que c'était pas prévu que tu en viennes là aujourd'hui. Ouais. C'est qu'une succession d'échecs et de hasards aussi. Clairement. De coïncidences de beaucoup de choses Clairement. qui ont formulé, en fait, voilà, cette Exactement. action. Et c'est là où Mandela, il dit, je ne perds pas, soit je gagne, soit j'apprends. Ça vient de là, en fait, tu vois. Donc, tous ces échecs-là, en fait, font de moi ce que je suis et m'ont permis de comprendre comment pouvoir m'améliorer et avancer, en fait. Et les échecs, en fait, ont été positifs, voilà, pour moi, aujourd'hui. Quelle est la personne la plus high level devant qui tu as joué à ce jour? High level? Ah, putain, je sais pas. Au Ghana, j'ai joué devant l'homme le plus riche du Ghana. En décembre dernier, là. Il était venu parce qu'il y a un pote très connu là-bas qui devait jouer son spectacle. Donc, il était venu et tout, nous voir. L'homme le plus riche du Ghana. L'homme le plus riche du Ghana, il était venu. Parce qu'il est pote à cet bon, il est pote. Genre, il le soutient, quoi, à cet humoriste-là. Donc, je sais pas si il y a cet acteur ghanéen, là, qu'on voit souvent dans les films du Ghana. Il est métis. C'est pas Michael Majid. Il y a un autre là, Van, quelque chose là. Je connais pas, mais ouais. Il était là aussi. Il était là aussi et j'ai joué devant lui. Ça, c'est au Ghana. Maintenant, en francophonie, j'ai joué devant monsieur Grégoire Führer à Kinshasa. Grégoire Führer, c'est le propriétaire de Montreux Comédie. Oh, ok. Multimillionnaire, si tu veux. Ok. Donc, le gars, il est toujours dans les jet. Donc, j'ai joué devant lui. Ici, à Lomé, j'ai déjà joué devant... À Lomé, je sais pas. Ah, j'ai déjà joué devant l'ambassadeur de France.
à l'Institut Le problème à français. Lomé, c'est que tu peux jouer devant un multimilliardaire Mais tu sans sauras savoir, en pas. fait. En fait, c'est ça, en fait. Sans Et savoir, en c'est fait. justement ça. Et je pense. Et je crois que c'est un peu le charme de Lomé parce que il y a tellement de discrétion que tu sais jamais Oui, vraiment les à qui, Togolais sont très pudiques, très discrets, en vrai. voilà, tu sais jamais à qui tu parles C'est pour pour de ça vrai, que en fait. j'arrive même pas à trouver, en fait. Parce que quand j'étais à Accra, tu vois, les gens, ils disaient, ah non, il y a tel qui est ici, tu vois, et tout. Donc, tout de suite, on t'informe, quoi, tu vois, et tout. Oui. Mais à Lomé, non. Les gens veulent pas qu'on sache qu'ils sont là et tout ça. Tout à l'heure, tu nous as raconté, en fait, ce qui t'a marqué le plus sur scène, mais tu voulais nous raconter ce qui t'a marqué le plus dans ta vie. C'était quoi, en fait? C'était ça. Le truc, dans ma vie, Oui. pas en tant qu'humoriste. Oui, je crois que tu voulais rebondir Ah, ok, là-dessus, ok, en oui. fait, Ce qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'est quand j'étais au CP2. Je rentrais de l'école. Voilà, je t'avais pour parler d'une maladie que j'avais et tout. Donc, j'avais un problème de sang, en fait. Et donc, il se faisait que je perdais rapidement du sang. Mais genre, c'est pas genre je perds du sang, genre c'est comme si ça s'évaporait. Je sais pas comment on appelle cette maladie-là. Donc, à un moment donné, Est-ce que c'était pas de l'anémie je suis anémie, oui. Mais c'est chronique, d'un quoi, autre tu niveau, vois. quoi, Voilà. ouais. Donc, j'ai plus ça, hein, t'inquiète. Donc, je rentrais de l'école. J'étais au CP2. Ma mère, commerçante. Donc, j'allais au marché. Et pour accéder à son endroit où elle vend, fallait que je monte les escaliers. Donc, en montant les marches des escaliers, je perds connaissance parce que j'ai presque plus de sang dans le corps. Donc, mon cœur n'arrive plus à... Et en perdant le sang, je perds connaissance. Il y a de la morve qui sort. Tout le monde me connaît au marché. Donc, tout de suite, on informe ma mère. Et là, il y a ma mère qui me prend dans ses bras. Tu vois, ma mère, elle est pasteur. Donc, elle prie, tu vois, en m'amenant à l'hôpital et tout. Donc, quand je vais à l'hôpital, genre, je fais 3 jours de coma. 3 jours? 3 jours de coma. 3 jours de coma? 3 jours. Attends. J'étais mort pendant 3 jours. Mais j'avais l'impression que ça s'est passé en 1 minute. Ouais. Mais on m'a dit que t'as dormi 3 jours. Donc ça m'a beaucoup marqué parce que j'ai vu un peu l'amour aussi de mes proches. Mais comment ça se passe, cette étape de coma tu vas... C'était il y a longtemps et je saurais même pas même à cette époque-là, je saurais même pas te raconter parce que c'est passé tellement vite. C'est que du noir. Je me souviens pas dans un état. Je rêvais même pas, en fait. Quand je dors, je sais que je rêve et je me rappelle de mes rêves. Mais quand j'étais dans le coma, il y avait rien. Vide. C'était du vide. Donc, quand on meurt, est-ce que c'est du vide? Je sais pas. C'est pas la mort, mais voilà. Waouh. Ouais, tu reviens de loin. Fille, je peux faire un spectacle sur ma vie. Les gens, ils vont sortir en larmes. Mais non, il a vécu ça. Il mérite pas ça. Il est trop fragile, en fait. On va l'appeler mort de rire. Mort, mais exactement. Les gens vont sortir de la mort. Ah, elle est bien trouvée, bien trouvée. J'ai beaucoup aimé. Non, mais franchement, c'est assez impressionnant parce que quand je vois un peu le parcours que tu as eu, les difficultés. Et là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a Maman qui était là à l'Institut français, on l'a rencontré et tout, on a eu des discussions avec lui. Et il dit à un humoriste, tu peux pas monter sur scène si t'as pas une colère ou quelque chose à défendre ou un sale vécu. Les humoristes, pratiquement tous, c'est des... Tu vois, il y a toujours... C'est dark. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. Et tu vas voir les humoristes qui sont vraiment humoristes, c'est parce qu'ils ont des histoires sombres. Et les humoristes qui sont légers, où on va dire, ah, mais oui, il est drôle, mais tu vois, c'est des humoristes qui ont peut-être eu une vie assez paisible et tout. Mais tu vois, les grands humoristes, tous, Dave Chappelle, Kevin Hart, avant, il était vendeur de chaussures et tout. Kevin Hart. Kevin Hart? Oui. Il vendait des chaussures avant d'être connu. En fait, il vendait des chaussures, mais il était aussi, il faisait aussi du stand-up. Tu vois. Ouais. Donc, je sais pas si tu connais Edgar Yves. Tu vois, c'est qui? Le Béninois? Exactement. Tu connais son histoire. Par contre, lui, c'est particulier, tu vois. Lui, il avait de l'argent. Enfin, son papa était ambassadeur du Bénin et tout. Et il claque tout. Il dit à son daron, je veux pas être ton héritier, en fait. Il claque tout et son daron coupe les vivres. Et là, beaucoup d'ego, il dit, je vais te montrer, en fait, tu vois. Et donc, c'est 10 ans de galère. Comme je t'ai dit, ça prend 10 ans, tu vois. C'est 10 ans de galère. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'un des humoristes les plus, tu vois. J'ai suivi quelques-uns de bah voilà, tu vois. Donc, il a une colère, en fait. Parce que la colère, c'était de prouver à son daron qu'il était capable. C'est un peu comme une mission, c'est ça? Oui, tu as ça. C'est une mission. Et moi... Un why, quoi. Un driver, en fait. Ouais. C'est ça? Exactement. Toi, c'est quoi ton driver? Prouver à ma famille aussi. Parce que j'ai des relations compliquées avec ma famille. Comme mon père, il était polygame. Donc, problème d'héritage, tout ça. Donc, à un moment donné, je me suis levé, j'ai dit, vous là,
L'héritage, je m'en fous. Je vais me débrouiller. 3 jours après, je reviens à la maison. J'ai fait, bon, vous pouvez mettre mon nom. Donc, non, j'ai vraiment renoncé à mon héritage. Et j'ai dit, je veux pas un franc. Donc, je veux prouver que je suis capable de réussir sans ça, en fait. Carrément, en faisant de l'humour. En faisant des blagues. C'est quand même paradoxal de sortir de la mort et de retrouver la vie à travers des blagues. Et moi, je ris de tout, hein. Et ça veut dire que la vie est carrément un grand joke. Mais oui, c'est une blague, la vie, en fait. Oh là là. Comment t'expliquer? C'est complexe. Mais après, tu sais, j'ai entendu quelqu'un dire que la vie aussi, c'est... Tout dépend de l'angle, en fait, sur lequel tu prends, ouais. Sur lequel tu le prends. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, en fait, que il y a plusieurs façons de trouver la vie. Il y a des gens qui ont trouvé qui découvrent la vie sur le plan tellement sérieux, qui prennent ça comme un vrai jeu sérieux, un game très, très sérieux, où on peut te tuer pour de vrai, effectivement. Ouais. Et qui ne blaguent pas dans ce jeu, tu vois. Ils achètent autant de points, ils s'achètent autant de super pouvoirs et tout ça, de skills dans ce jeu pour être super top, super riche. Et il y en a qui n'attrapent pas bien leur manette, tu vois, et qui ne contrôlent pas bien le jeu et qui ne veulent pas faire d'efforts pour pouvoir bien jouer, etc. Et souvent, ils s'en sortent mal et finissent par mourir, tu vois. Est-ce que tu penses que le simple fait qu'on considère la vie comme un jeu, quitte à vouloir être sans pitié. Bon, sans pitié, il y a des limites selon chacun, hein, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu penses que c'est un idéal pour certains, en fait? C'est normal pour d'autres, ou bien pour toi, ça ne sert qu'à s'amuser? Oui, parce que on peut faire rire. Très, très, très sérieux dans la vraie vie. Off-scène, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Et là, tu viens de toucher, là, tu viens de parler de moi. Moi, je suis quelqu'un de très sérieux dans la vie. Et les gens ont du mal à me coller cette étiquette de mec sérieux. Parce que à chaque fois que je dis quelque chose, les gens, ils pensent toujours qu'il y a une blague derrière. Alors que non. Moi, par exemple, je suis hyper ponctuel. Moi, je déteste les gens qui arrivent en retard. Et moi, une fois, on va au ciné. Il y a une fille, je date. Super belle, hein. On va au ciné, elle a 15 minutes de retard. Moi, je quitte heureusement, j'ai même pas payé. Donc, je rentre chez moi. Après, elle arrive, elle m'appelle, elle me dit, mais t'es où? Moi, je suis là et tout, je t'attends. J'ai dit, mais moi, je suis déjà parti. Elle me dit, mais je suis juste en retard de 15 minutes. J'ai dit, juste 15 minutes? Tu sais ce que ça peut faire? Moi, j'ai trop pris ça au sérieux. Je te raconte, moi, je suis hyper, genre, intelligence scolaire. J'étais hyper doué à l'école. Donc, au bac, j'étais boursier. Et donc, comme je suis pas né au Togo, il y avait des petites formalités avec mon acte de naissance, des petites incohérences. Donc, fallait tout refaire pour que j'obtienne ma nationalité, mon passeport pour avoir la bourse pour aller au Maroc. Sauf que, à cause de la négligence et tout ça, ça fait que je rate tout ça. Donc, c'est quelque chose qui m'a tellement marqué que moi, je prends tout au sérieux. Genre, tu me dis, déplace ça ici. Je me dis, si je déplace pas ça, peut-être, je sais pas, il y a peut-être Obama qui va venir, il va dire, mais qui a mis ça là-bas? Je vous finance plus, tu vois. Moi, je prends tout au sérieux, en fait. Oui. Mais en même temps, je suis le gars qui va te lâcher des blagues. Sur scène. Même la nuit, en fait. Mais oui, mais tu m'appelles, tu me dis, il y a ma grand-mère qui est morte. Je vais faire, est-ce qu'on va manger au funérailles? Tu vois, moi, je suis comme ça, en fait. Mais en même temps aussi, je suis aussi le gars qui est... En fait, j'essaye c'est à moi de placer le curseur, en fait. De ça, je jauge ça de sérieux. Ça, non, ça, il faut blaguer avec. Et j'ai du mal avec les gens par rapport à ça parce qu'il y a des gens, eux, pour eux, tout est sérieux. Donc, quand tu fais des blagues comme ça, j'ai perdu des amis parce que j'ai fait des blagues et j'ai aussi perdu des amis parce que j'étais trop sérieux. Oh. Tu vois un peu? À ce point-là. À ce point. Mais des amis vraiment que je me dis, ça, c'est des gens que je peux pas perdre, en fait. Oui. Tu vois, j'ai perdu des amis parce qu'ils étaient en retard. Mais tu as un rapport vraiment particulier avec l'amitié, en fait. Oui. Je suis beaucoup plus à fond dans l'amitié que dans la relation avec ma meuf. Bon, je dis ça, j'ai pas de meuf actuellement. Donc, après, c'est peut-être que je suis pas trop engagé. Peut-être c'est parce que j'ai pas encore vraiment connu le véritable amour. Mais moi, en amitié, je suis... Moi, je suis le gars, je te sors des principes de... Oui, mais tu as vu tel... Non. Je suis trop comme ça. Et ça casse les couilles à certains de mes potes. Mais après, je pense qu'ils comprennent. Ils comprennent maintenant. J'ai un pote, il est hyper en retard. Il s'appelle Ishak. Lui, c'est le pape du retard. Lui, c'est plus du retard, c'est de l'art. En fait, il le fait tellement bien. Mais des fois, je me dis, putain. Et ce gars, il a commencé à venir à l'heure à cause de moi. Tu vois, parce qu'après, il comprend que c'est important pour moi, tu vois. Et vu qu'il veut pas perdre cette amitié et que moi non plus, je veux pas la perdre, bah, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça.
Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que cette droiture-là et cette façon de travailler t'a poussé aussi rapidement au lieu où tu es? Cette discipline-là, tu vois ce que je veux dire? Oui, clairement, clairement. C'est même ça, en fait. Parce que les opportunités, ça court pas les rues à Lomé. Des fois, il y a un petit détail. Moi, par exemple, je suis déjà allé à des endroits, à des rendez-vous. Le simple fait d'être venu à l'heure, c'est à moi qu'on offrait l'opportunité, en fait. Et c'est ça, en fait, que les entreprises apprécient, Voilà. c'est ça, en fait, que les organisateurs apprécient, les chefs d'entreprise, Il y a un etc., monsieur, je sais pas si tu le connais, c'est un humoriste béninois, hyper connu maintenant. Il s'appelle Chromosome. Il joue le personnage d'un policier là et tout. Il m'a dit un jour, quand tu as rendez-vous avec quelqu'un, sache que tu as rendez-vous avec ton avenir. Et cette phrase-là, elle est dans ma tête tout le temps. Peu importe, je sais pas, je me dis non, en fait. Je déteste attendre les gens et je déteste qu'on m'attende aussi. Et tout le temps, quand j'ai un rendez-vous, je me dis, je sais pas, ça peut changer ma vie. Tu vois. Et quand j'arrive en retard, putain, je suis pas bien. Et quand j'ai un spectacle ou j'ai un truc, j'arrive toujours 1 heure avant pour que mon esprit s'imprègne. Mais du lieu, en fait. C'est pas, je vais arriver. Au Japon, ils disent, si tu arrives à l'heure, genre, vous avez rendez-vous à 17h et tu arrives à 17h, c'est que tu es en retard, en fait, au Japon. C'est considéré comme un retard. Eux aussi sont hyper ponctuels. Ouais. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, d'abord, j'ai été invité. D'accord? Oui. Et quand je t'avais vu sur scène, c'était à l'hôtel Emerald, je crois. Oui, oui. La première fois, j'ai dit, c'est qui ce gars? C'est qui ce gars? Avec ce corps de Somalien, tu sais même pas d'où il vient. Mais non, mais surtout, moi, je focus en fait beaucoup plus sur le skill, tu vois. Ouais. Le skill et l'audace. Parce que quand même, tu vois, moi, j'ai été slammer dans ce pays et on m'a dit, mais c'est qui ce gars qui se permet de faire un clip sans son? Tu vois? Et j'avais fait un clip sans son. Ok. Pendant que tu écoutes du rap, tu écoutes de la variété. Ouais. Top, tu écoutes du slam. Avec un clip sans son dans une cafétéria. En fait, c'est qui ce gars qui va dans une cafétéria, qui clip, en fait, pendant que Diallo fait son omelette? Il sort d'où, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime ces gens de personnes aussi qui arrivent à percer, sortir des sentiers battus. Tu connais un peu ce truc de relier les points, c'est Denzel Washington qui parlait de ça. Genre, t'as 4 points et tu dois relier ça avec un stylo, un truc comme ça. Ah et oui? après, pour relier, c'est pratiquement impossible. Et la seule façon de relier ça, c'est de sortir, en fait, du cadre. Ok, oui, mais c'est vrai, en fait. C'est ça, en fait. Oui, en fait, c'est vrai. Bah, moi aussi, j'adore ça, en fait. Et en fait, c'est là où je me suis vu en toi. Et je disais la dernière fois je sais plus, mais je disais à quelqu'un que, en fait, je me retrouve en toi parce que il y a de cela 15 ans en arrière, tu vois, moi, je lançais ma carrière de slammer, etc. Et je savais pas où ça allait déboucher. Et je partais vraiment pour aller sur une grande carrière internationale. On m'invitait déjà, même d'ailleurs au Gabon. C'était Magali qui m'a... Je crois que j'ai entendu parler d'elle. Magali qui manageait Prince Mo à l'époque. Et qui m'avait invité sur le Gabon. Mais après, j'ai pas pu partir parce que à un moment, c'était un moment où j'étais face, disons... entre le choix de tu fais du slam. Et c'était vraiment le moment où tu es face vraiment à ta date de départ et face à ta carrière d'entrepreneur, quoi. Tu choisis. Exactement. J'ai eu à faire face à ça par rapport à soit tu continues les études, soit tu fais l'humour. Et si t'avais pas été humoriste, tu aurais été quoi du coup, toi? Cuisinier. Ok. J'adore cuisiner. Ah bon? Pour les femmes. Ah oui, ben en fait. Non, c'est un de mes atouts pour pouvoir séduire, cuisiner. Ah oui? J'adore. Et quel genre de cuisine, en fait? Tout, hein, que ce soit cuisine européenne ou... mais quand je dis cuisine européenne, c'est le basique, hein, c'est pas genre... je veux pas te faire genre des langoustes ou tu vois... calamar sous terre à fenêtre. Tu sais, les plats où genre... Il y a genre... Tu vois, il y a une sauce qui est genre placée en virgule là et tout. Et on te dit ça, c'est 150 €. T'es malade, 150 €. Tu vois, non, je sais pas faire ça. J'ai pas fait d'école de cuisine. Cuisine gastronomique, ouais. Mais ce qui va être fait maison et tout, je suis assez bon dedans. Que ce soit, parce que j'ai grandi avec mon oncle, donc il y avait des yovos et tout. Donc j'apprenais un peu de leur cuisine et tout. Et togolaise, je sais faire presque toutes les sauces, presque. Carrément? Ouais, je suis très bon. J'ai nourri mon oncle. Hein. C'est vrai que ça fait un peu genre, mais il raconte quoi? En fait, mon oncle, à l'époque, il n'avait pas de femme. Donc, il y avait moi et mon cousin. Donc, on était les deux à cuisiner. On vivait, on était 3. Donc, des soirs, c'était mon cousin. D'autres soirs, c'était moi et mon oncle qui cuisinaient jamais. C'était que nous deux. Et on a fait ça pendant 5 ans. Non. 5 ans cuisiné pour lui. Donc, je kiffe, quoi, tu vois. Et quel est le meilleur plat dont tu es plus fier, en fait, durant cette période de vie? Le meilleur plat?
Le riz blanc avec EBC. Yes. Non, je kiffe ça, mais c'est pas mon meilleur plat Oui, à cuisiner, évidemment. Non, j'aime bien, tu vois, Moi Boma. aussi, je l'ai fait, ça. Oui, grave. Mais c'est bon, hein. Après, moi, j'aime le riz qui n'est pas mouilleux. Le riz qui n'est- il n'est pas du tout mouillé et tout, quand il est vraiment Dur, là. grain sec. Oui, ouais, tu oui, vois, exactement. Je préfère ça aussi. Donc voilà. Mais après, Boma Desi, oui. quand ouais, j'adore faire ça. J'adore ça. Ah oui. J'adore cette Je soupe. crois que je dois prendre des petits cours chez toi. Jeune, en fait, tu en sais, off. dans la vie. C'est prêt, hein. Non, en vrai, il y a pas de Grand souci. maître. Arigato. Non, mais ça fait plaisir quand Ouais, même. j'aurais fait cuisinier. Et si c'est par rapport aux études, j'aurais fait diplomate. Non. Ouais, Sérieux? c'est- T'as mais- fait du droit? Oui, j'avais commencé. Mais petit scoop, je vais reprendre là en octobre là, mais des cours en ligne. Ah oui. Ouais, je vais reprendre. Même si ça débouche pas là-dessus, je vais avoir des notions par rapport à ça. Qui sait, peut-être que je vais écrire un spectacle sur les relations internationales. Je sais pas encore. Ah oui. On verra. Donc ça veut dire que ça t'arrive aussi de prendre des initiatives juste par passion. Exactement, parce que j'ai vu ça de quelqu'un, Jérémy Ferrari, qui lui n'a pas fait de grandes études, mais quand il devait écrire un spectacle, il a commencé avec un spectacle qui s'appelle Alléluia Bordel, où il a étudié la Bible. Donc ça parlait que de la Bible et du Coran, mais de la Bible principalement. Mais c'est le spectacle qui le fait percer. Après, il parle de l'hôpital, donc il étudie un peu la médecine. C'est pas que genre il fait 8 ans d'études. Hein. Ouais. Après, il parle de vente de pièces à Beyrouth. Tout ça parle des relations un peu comment les chefs d'État ils gèrent un pays et tout ça. Donc dans son spectacle, il dénonce un peu tout ça. Donc il étudie le droit pendant 3 ans avant de sortir ce spectacle-là. Donc il étudie pour faire rire des gens. J'ai une telle admiration en fait pour ces genres de personnes qui sont capables de faire pas carrière, mais de trouver de la passion dans ce qui est un moment d'étude pour d'autres personnes, tu vois. Ouais. Et de ramener ça dans leur contexte. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. J'ai, comme je te le disais, hein, moi j'ai pris 3 mois en fait pour pouvoir apprendre à faire de la vidéo et du montage. Du montage, ouais. Parce que je voulais faire. Alors que pour d'autres, c'est des études. Hein. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens se rendent pas compte qu'il y a toute la connaissance sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Et pour moi, c'était des moments de passion. C'est vrai, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ouais, et tout des ça. sacrifices Mais et tout. c'était avec un tel plaisir que Ouais. je découvrais c'est quoi. Quand il y a de la les passion, du appareils, tout plaisir, ça, tu bah, vois ça ce que va. je veux dire. Mm. Et je pense que j'ai une telle admiration pour ces gens qui arrivent quand même à sortir des sentiers battus, mais à rentrer même dans ce qui est des pistes. études Ouais. pour d'autres personnes, tu Ouais, vois. ouais. Et en faire juste, pour moi, c'était une passion, Passion, tu vois ouais. ce que je veux dire. Pour quelqu'un, ça peut être un travail, par exemple, de faire de la menuiserie. Ouais. Quelqu'un lui va dire que Non, lui c'est veut juste, le faire, pas passion. voilà, tu vois. Et j'ai fait de la menuiserie quand j'étais jeune. J'ai fait ça Attends, pendant tu as- 3 ans. Qu'est-ce que t'as pas fait? Attends, J'ai pas encore tué. Ah, mon Dieu. Attends, t'as fait de la menuiserie? Ouais, j'ai fait de la menuiserie parce que le mari de ma tante, c'est un menuisier. Je t'ai parlé de mon père qui était à l'époque, qui a fait partie de cette génération qui ont construit le Gabon. Donc, le mari de ma tante aussi fait partie de cette génération. Dans les années 80-90, là, il y a une vague de Togolais. Tu vas voir, il y a souvent beaucoup de professeurs togolais ou béninois au Gabon et tout. C'est toute cette vague-là, en fait. Parce qu'à l'époque, le Gabon n'avait pas de main-d'œuvre, que ce soit en éducation, en construction de routes, en construction de maisons. C'est nos parents qui allaient là-bas et puis ils ont fondé leur famille là-bas. Donc, le mari de ma tante, lui, il était menuisier, donc il a été sur de grands chantiers. Donc après, il avait son usine. Et pendant les vacances, je restais avec lui à l'usine et tout. Et c'est à partir de là que j'ai appris à faire des trucs. Et là, si tu me demandes de te faire un banc, Je peux le faire. Je peux te faire un banc. Ah, j'apprécie trop. Je peux te faire un suis banc. bluffé, En là. fait, quand j'étais Ah, jeune, c'est- j'ai fait un tas de trucs. Ah oui. Et tu allais, genre, cours de vacances, découvrir les choses? Non, j'ai presque jamais fait de cours de vacances. Non. Au Gabon, j'ai jamais fait de cours de vacances. C'est ici que j'ai commencé à faire ces cochonneries-là. Tu vois ce que j'aime pas ça. Et, pendant les vacances, je m'occupais vraiment à faire des activités. Donc, j'ai géré un magasin de CD, d'où ma passion pour l'humour. Ok. Tu vois un peu? Oui, bien sûr, oui. J'ai fait de la menuiserie, j'ai vendu pour ma mère, j'étais commerçant, en fait. Oui. Donc, j'ai fait plein de trucs. Ah, mais franchement, je suis quand même bluffé, hein. Parce Oui, que bah, tu as c'est mis- tout ça qui fait de moi ce que je suis, en fait. C'est ça. C'est Et des, ça qui te donne aussi du vécu pour tes histoires, c'est ça? pour mes histoires. Et moi, principalement, je parle de ce qui m'arrive. Parce que c'est sincère. Ouais, ok. Et quand t'es sincère, c'est naturel, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est ce que moi, je préfère. Parce que souvent, surtout en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il va dire, quand tu es humoriste, tu viens mentir aux gens.
j'aime pas ça. J'aime pas quand on dit qu'un humoriste vient monter. C'est ce qu'ils font. Mais non, la vérité, quoi. Je dis 20% de vérité et 80% d'exagération. Donc, c'est l'exagération maintenant qui crée le comique. Ok. Tu vois un peu. Donc, par exemple, cette histoire de je suis allé à Dakpamé et tout ça, j'ai des blagues là-dessus. En fait, ouais. donc, mais j'exagère, tu vois. Oui, bien sûr. Il y a par exemple une partie où j'exagère, j'ai dit genre sur la route je croise des prostituées et tout, tu vois, et après elle m'appelle, sauf que j'avais pas bon, là maintenant je vais dans l'exagération. C'était pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Maintenant pour rendre ça drôle, c'est de l'exagération, mais ça part toujours d'une vérité. Ah ça, c'est quand même bluffé, hein. Ouais. Et quelles sont tes perspectives, quels sont tes événements à venir ou bien tes projets à venir? À venir, là on va déjà faire les 4 dates à Canal Olympia. Quand je finis Canal Olympia. Sûrement que au moment où on aurait déjà publié cette vidéo-là, il y a une date qui est une date, déjà... effectivement, probablement celle de février. Mais voilà, donc le 10 avril, je suis encore à Canal Olympia. Le 12 juin aussi, je suis encore à Canal Olympia. Et le 12 juin, j'annonce une grosse date. Mais genre, c'est la date, tu vois. Donc j'annonce... Non, je veux pas... C'est une surprise, c'est ça? C'est very big. Tu travailles dur dessus, en fait. Ouais. C'est un gros projet. Donc, j'annonce une grosse date. Et après, j'ai des projets de... Je veux monter... Bon, je voulais monter une boîte de production cinéma. Sauf que ça coûte... Quand j'ai vu ton studio là et tout, je me suis dit, tiens, et tout. Mais j'ai un pote qui, lui, est en France. Et lui, il a sa boîte déjà ici. Et il commence maintenant à mettre son matos. Et je lui ai dit, gars, moi, j'ai envie de produire des films. Et me lancer dans le cinéma et tout. Je suis capable de remplir des salles. Donc, si on arrive à produire des films, remplir des salles, ça sera pas compliqué. Et on va profiter de la petite notoriété que j'ai pour pouvoir remplir des salles et essayer de rentabiliser là-dessus. Donc, je vais commencer le cinéma, quoi. Je vais me lancer là-dedans. Un mot de fin, Alphée? Le Togo ne peut pas me décourager. Ça va pas me tuer. C'est moi qui vais décourager le Togo. Ah oui. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu. Moi, je suis très ravi. J'ai passé un agréable moment. Je me suis senti à l'aise, je me suis senti comme chez moi. Et j'aimerais juste dire aux Togolais que c'est vrai, entre-temps, il y a eu ce sevrage là où on ne croyait plus trop en l'humour et tout. Je sais pas si c'est moi qui vais vous faire croire en l'humour ou si c'est mes collègues, d'autres personnes. Mais je pense qu'il y a de l'avenir là-dedans parce que quand tu dis que tu es humoriste, les gens y croient pas. Mais moi, j'y crois au plus profond de moi. J'espère vraiment que les gens vont y croire. Donc, n'hésitez pas à soutenir en achetant des tickets, en venant, en parlant des spectacles aux gens. Donc, même les quoi. Donc, il y a que les Togolais aussi pour me propulser en fait. C'est pas un étranger qui va le faire. Même si un étranger le fait, pour moi, je vois ça mal en fait. Togo tok pour $1 au noir. Donc, on dit souvent une phrase, Koko est d'aller et Ataji, Maoula quoi de Etaji non. Les amis, moi j'ai déjà mis ça jusqu'ici. J'apprécie ton état d'esprit. Donc, merci beaucoup. Merci vraiment aux Togolais. Et je suis vraiment reconnaissant. J'appelle ceux qui me soutiennent les phénomènes de Alphénoménal. D'accord. Je les appelle des phénomènes. Donc, je tiens à remercier tous les phénomènes qui sont déjà venus à mes spectacles et qui n'ont jamais hésité à continuer de soutenir le mouvement. Franchement, c'est grâce à vous. Reconnaissance. Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous êtes restés jusqu'ici, c'est que vraiment vous avez apprécié la qualité de notre invité d'aujourd'hui, Alphénoménal. J'espère que vous serez aussi là, présent à son spectacle. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour nous encourager et aussi à écrire en commentaire si vous êtes déjà venu à un spectacle d'Alphée ou bien si vous vous êtes retrouvé dans l'une des histoires qu'il a racontées tout à l'heure. Je vous laisse. À bientôt. C'était l'entrevue efficace avec Alphénoménal. Bye.